16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Quelle pagaille, mais quelle pagaille après la bataille des législatives. Place à la conquête de Matignon. La grande clarification voulue par Emmanuel Macron entraîne dans le pays une période de doute. Un doute historique. Former un gouvernement, la mission est-elle impossible? Chers auditeurs d'Europe 1, êtes-vous inquiets? On vous attend en direct. Appelez-nous si vous souhaitez réagir. Vous en avez l'habitude depuis la semaine dernière. C'est vous les maîtres des horloges. C'est vous les maîtres de cette émission. 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Et ça y est, donc c'est la première ligne droite pour savoir qui va pouvoir accéder à Matignon. Dans le studio, nous sommes avec Gauthier Lebret. Bonjour Cher Gauthier, bonjour. Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Bonjour Gabriel. Alexandre Devecchio du Figaro. Elliot. Et nous sommes avec Olga Givernet. Chère Olga, bonjour. Vous êtes députée Renaissance de l'Ain et vous êtes une députée réélue. Tout à fait. Félicitations à vous. Quelle pagaille! C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que vous êtes inquiète? On va poser cette question aux auditeurs. Alors moi, je ne suis pas tout à fait inquiète. On a eu un moment de campagne intense auprès de nos concitoyens, 24 heures sur 24, presque 7 jours sur 7. Et en tout cas, ça nous a permis d'entendre et de savoir ce qu'ils pouvaient vouloir. Et avec le résultat sortir du scrutin, on se rend compte que finalement, ça n'a pas bien changé par rapport à 2022. On a 3 blocs avec un nombre de députés un peu différents. Et il va falloir composer avec ça. Enfin, je pense que vous ne pouvez pas renier qu'en fait, on n'a pas beaucoup avancé, si ce n'est que la majorité absolue, ils n'en ont pas voulu. En tout cas, ils n'en ont pas voulu pour le Rassemblement national. Et la question maintenant, c'est est-ce que la coalition qu'on aurait voulu déjà sur les 2 années précédentes pour pouvoir être plus serein en abordant le budget, eh bien, est-ce qu'on va réussir à l'avoir sur ce début de mandat? Quand vous parlez de coalition que vous vouliez déjà en 2022, elle commence où? Elle s'arrête où? Parce que ça, les auditeurs ont besoin de le comprendre, les Français ont besoin également de le comprendre. Écoutez, nous, on est le bloc central, donc on aime bien avoir quelque chose qui reste avec une espèce de barycentre, qui aille à droite et à gauche, et qui permette en fait de trouver des consensus, d'avoir un gouvernement de projets, et qui permette d'avancer encore sur des sujets sur lesquels les Français nous ont interpellés tout au long de cette campagne. Voilà, là, mais c'est-à-dire vous intégrez par exemple Europe Écologie Les Verts dans cette coalition? Moi, je serais tout à fait... Marine Tondelier, elle est compatible avec vous? Avec cela, sauf qu'il y a évidemment des sujets sur lesquels on ne pourra pas forcément converger. Il y a probablement des sujets sur lesquels on pourra trouver ce consensus de la même manière côté des Républicains. Mais c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui peuvent être complexes à traiter et vous avez des fortes divergences. J'imagine, sur Sainte-Soline par exemple, des députés Europe Écologie Les Verts ont participé à ces manifestations. Et j'ai le souvenir qu'on avait un ministre de l'Intérieur à l'époque qui avait parlé de violence d'éco-terroristes. Donc c'est vrai que ça peut être une alliance désormais un peu perturbante. Gauthier Lebret. Et Maud Bréjon, qui a travaillé dans le nucléaire avant d'être députée, elle a été réélue hier, a dit ce matin qu'elle refusait une alliance avec les écologistes. Donc même si vous parvenez à capter des individus, il va y avoir des dissensions dans chaque groupe au sein même de la majorité. Gérald Darmanin a dit il faut gouverner à droite et aller se rapprocher des Républicains. Laurent Wauquiez a dit non, je ne veux pas. Donc ça semble totalement insoluble parce que même si on capte des individus, on n'a pas de majorité relative et encore moins de majorité absolue. Vous souhaitez réagir, vous prenez le téléphone, vous nous appelez au 01 80 20 39 21. Vous serez en direct avec nous sur Europe 1. On a besoin de savoir ce que vous en avez pensé de ces élections, de ces résultats. Est-ce que vous êtes rassuré de voir que c'est une sorte de statu quo où il n'y a pas un parti qui prend la main sur les autres, ou alors vous êtes inquiet parce que aujourd'hui, bien heureux celui qui pourrait nous dessiner le prochain gouvernement? Alexandre Devecchio, je vous pose la question, est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui? Oui, je suis inquiet pour 2 raisons, parce que la politique sert normalement à pacifier les rapports sociaux, et pour pouvoir pacifier les rapports sociaux, il faut qu'il y ait un consensus qui se dégage. Et là, on voit 3 blocs absolument irréconciliables. Et moi, effectivement, je rejoins Gauthier Lebret. Je pense qu'il y aura une majorité introuvable. Et donc,
comment on gouverne dans ces conditions-là, et si la politique n'arrive plus justement à pacifier les rapports sociaux, est-ce que la politique ne va pas aller dans la rue? C'est une question qu'on peut sérieusement se poser désormais. Et ensuite, je suis inquiet quand même par le score, je le dis très franchement, du nouveau Front populaire. Je m'attendais pas à ça, je ne pensais pas que les Français considéraient que le nouveau Front populaire est un danger moins grand que le Rassemblement national. Pour moi, c'est clairement un parti de destruction de la France, de guerre civile, communautariste, tout ce que vous voulez, et un parti qui nous conduit au pire, et que les Français n'en aient pas pris conscience. Moi, je dois dire que ça m'interpelle. Je pense que ça traduit un véritable affaissement intellectuel et moral. Gauthier Lebray. Avec un exemple très précis de ce que dit Alexandre, dans une circonscription du Vaucluse, vous aviez une députée RN sortante et Raphaël Arnaud. Et les Français, dans cette circonscription, ont fait le choix peut-être dire qui est Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde, groupe Antifa, dont 8 membres sont mis en examen pour une agression antisémite. Lui-même a été condamné en première instance pour une agression d'un autre type. Il a fait appel, il est présumé innocent. Et Raphaël Arnaud, demain, il va pouvoir aller visiter les prisons. C'est le droit d'un député. Il va aller pouvoir visiter les commissariats. C'est le droit d'un député. Et donc, aujourd'hui, il est député et il est représentant de la nation. Et les Français, entre un RN sortant et un Antifa, ont fait le choix dans cette circonscription de l'Antifa. On posera la question à Alma Dufour, qui sera notre invitée à 17h. Alma Dufour, députée La France Insoumise. Raphaël Arnaud, pour clore le sujet et pour montrer tout son CV judiciaire du moins. Il y a une plainte qui a été déposée contre lui il y a quelques jours, après un enregistrement dans lequel on entend une voix masculine présentée comme celle du militant Antifa et fiché S Raphaël Arnaud. Et voilà ce qu'il dit, cette bouffonne d'Alice Cordier, qui est donc la fondatrice du collectif Némésis, qui repartage les Kurdes. J'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là, vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête. Donc il conteste, c'est une plainte qui est déposée. Pour l'instant, il n'est absolument pas condamné pour ces faits. On verra ce que va dire la justice. Il est évidemment présumé innocent. Gabrielle Cluzel, inquiète ? Oui, mais simplement pour finir sur ce sujet, je remarque qu'habituellement, les féministes à gauche aiment bien dire « on vous croit », avant même qu'il y ait eu un jugement, et comme c'est le cas aujourd'hui du reste. Là, visiblement, il n'y a aucune solidarité avec les jeunes femmes de Némésis, puisque la mère d'une femme d'Avignon socialiste a appelé à voter pour Raphaël Arnaud, et j'ai vu nombre de femmes aujourd'hui de la France Insoumise le féliciter comme si de rien n'était. Alors on vous croit, mais pas toutes, visiblement. Alors pour revenir sur... Oui, mais à cela, on aime bien répondre qu'il y a un droit qui est fondamental, un des piliers de notre démocratie, c'est la présomption d'innocence. Oui, nous sommes d'accord, mais vous remarquerez que cette présomption d'innocence, oui, mais Gabriel, un certain nombre de féministes n'hésitent pas à la bafouer régulièrement. Donc je remarque que ce « on vous croit » est à géométrie variable. Vous me laisserez le droit de le dire. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si vous voulez, on a une cocotte minute qui est sous pression, et on n'a pas résolu le problème. Il faut revenir à l'origine de ces législatives. Pourquoi a-t-on fait des législatives? Pourquoi Emmanuel Macron... Clarifier. Exactement, pour clarifier. Et pourquoi? Parce que le Rassemblement national était arrivé en tête aux européennes, et que Emmanuel Macron considérait, semble-t-il, que l'Assemblée n'était plus représentative de ce que voulaient les Français. Peut-être sentait-il même sur sa personne une forme de détestation qui était lourde à porter, sans doute. Donc il y avait une volonté de clarification. On a eu un résultat, c'est la bordélisation. Et aujourd'hui, il y a 10 millions de Français qui ont voté, si on rejoint le RN et le LR tendance Ciotti, pour le Rassemblement national, et sur lequel on a tapé finalement, et auquel on dit bah non, écoutez, vous n'êtes pas persona grata. Donc ça ne résout pas évidemment ce souci-là. Ils ont l'impression qu'il y a eu une entourloupe qui les a mis sur la touche démocratique. Si vous souhaitez réagir, vous prenez le téléphone, on est en direct jusqu'à 18h sur Europe 1. Le numéro, le 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. On est en direct avec Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Elliot. Alors, est-ce que vous êtes inquiet, cher Pascal? Vous habitez en Auvergne. Oui, je suis très inquiet parce que je vois, à la lecture des résultats d'hier, eh bien, la France va être ingouvernable. Et je trouve ça quand même pitoyable qu'on a tout fait pour écarter les électeurs du Rassemblement national, et qu'on voit fanfaronner hier soir M. Mélenchon qui veut imposer déjà un SMIC à 1 600 €, la retraite. Mais il va où on va aller où à ce moment-là? On va aller droit dans le mur. Nous avons une dette qui est colossale,
Et il n'y a pas de majorité pour vous gouverner. Monsieur Macron, là-dessus, a joué avec le feu. Vous avez la sensation que c'était un pari trop risqué et qu'aujourd'hui c'est un pari perdu pour Emmanuel Macron, Pascal ? Écoutez, j'aimerais bien me tromper, mais expliquez-moi comment il va pouvoir trouver une majorité pour gouverner. Écoutez, moi j'ai pas la réponse, mais en revanche peut-être que le gars Givernet qui est député Renaissance a la réponse. Peut-être que vous pouvez répondre à Pascal qui est aujourd'hui inquiet, c'est notre auditeur, le premier de la semaine. Oui, bonjour Pascal. Et qui dit, mais attendez, comment vous allez pouvoir gouverner aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Alors on se pose aussi la question, mais on est à moins de 24 heures des résultats des élections, avec une assemblée aujourd'hui où je pense en tout cas que chaque Français doit pouvoir retrouver au sein de l'Assemblée nationale une représentation qui lui convient. C'est peut-être pas le député de sa circonscription, mais en tout cas on a un parallèle pluriel à l'Assemblée nationale. Et je pense que la démocratie représentative dans la République dans laquelle on est, eh bien elle est importante. L'enjeu qui est aujourd'hui, c'est de savoir si ces responsables que nous sommes capables de travailler ensemble à des projets communs qui vont converger. Évidemment qu'un Jean-Luc Mélenchon qui arrive en disant on est la première force au niveau du nouveau Front populaire, donc il va y avoir vrai, hein. Ce qui est factuellement vrai, on est d'accord dans une alliance qu'ils ont fait, puisque après à l'Assemblée nationale 180 sièges, avec le nouveau Front populaire. Avec la technique de l'Assemblée nationale, c'est plutôt des groupes qui vont se former, mais en tout cas de dire je vais être Premier ministre et j'applique le programme. En fait, on a montré sur le mandat précédent que ça ne fonctionnait pas en majorité relative. Donc il faut pouvoir se réinventer. On n'a pas forcément réussi à le pousser, nous, au travers du mandat précédent qui a duré 2 ans. Donc le président de la République a dit je dissous, jerebats les cartes et on remet sur la table la possibilité de se réinventer. Givernet, lorsqu'il fait ça, le président de la République, il dit on peut avoir la majorité absolue. Il s'avère que c'est un échec, que c'est une défaite pour votre camp. L'idée c'était... Aux Français, il a dit on est capable d'avoir la majorité. Vous pouvez donner une majorité absolue et vous pourrez la donner au Rassemblement national, parce que vu le nombre de candidats du Rassemblement national arrivés et inscrits au deuxième tour, je veux dire, il y avait la possibilité aux Français de pouvoir le faire. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce qu'il y a un rejet fort aussi du Rassemblement national et aujourd'hui, elle s'exprime de cette manière. Un grand merci Pascal. N'hésitez pas à nous rappeler dans la semaine parce que je sens que ça va être une actualité ô combien politique et que les choses vont bouger dans les prochaines heures. On salue Justine qui est en direct avec nous sur Europe 1. Bonjour Justine. Oui, bonjour. Vous allez tout nous expliquer dans un instant. Ce que je vous propose, Justine, c'est une courte pause et on revient. Si comme Justine ou comme Pascal, vous souhaitez réagir, appelez au 01 80 20 39 21. Élection législative. Êtes-vous inquiet ? C'est la grande question. On va écouter plusieurs déclarations politiques. Et la première, ce sera un éditorialiste, Franz-Olivier Gisbert, qui a dit ce matin, il n'y a pas de majorité. Tout le monde est en quelque sorte perdant. La situation est grave. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Donc c'était un vrai coup de gueule qu'il a poussé ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Et on écoutera les derniers mots de Jordan Bardella, qui fait une sorte de mea culpa, qui assume une part de responsabilité dans ce qu'il appelle la défaite du Rassemblement national. A tout de suite sur Europe 1. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. 16h-18h, Elliott Deval sur Europe 1. Un peu plus de 16h15, vous êtes en direct sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 18h autour du plateau, dans le studio, Gauthier Lebret, Gabriel Cluzel, Alexandre Devecchio et Olga Givernet, députée Renaissance de l'Ain. La question du jour, êtes-vous inquiet ? Vous prenez votre téléphone, vous nous appelez et vous pourrez donc réagir en direct. C'est important d'avoir votre regard, votre ressenti quelques heures après ces élections législatives historiques qui ont donné donc une courte tête au nouveau Front populaire avec 180 sièges, ensemble 163, Rassemblement national et alliés 143. Il faudra regarder aussi dans le détail parce que le nouveau Front populaire par exemple, c'est 71 sièges pour la France insoumise, 64 pour le Parti socialiste. La règle du côté du nouveau Front populaire, c'était de dire c'est le parti qui obtient dans le front le plus de sièges qui lance son candidat pour la primature. Il y a du suspense parce que les socialistes essayent de récupérer des élus d'outre-mer qui généralement vont avec les communistes. Et si les socialistes arrivent à récupérer ces élus d'outre-mer, l'objectif est de passer devant le contingent de la France insoumise. Donc vous avez bien compris ce qui se passe. On va écouter, c'était il y a quelques instants, Gérald Darmanin qui était au pied de l'Assemblée nationale et qui a dit
je cite, hors de question de créer ou de former un gouvernement avec la France insoumise. On l'écoute. Il est hors de question de gouverner ou de soutenir une coalition qui aurait un lien quelconque avec la France insoumise, bien sûr avec le Rassemblement national, mais chacun en convient, et avec la France insoumise. Donc je pense que c'est aux autres qu'il faut poser la question. C'est-à-dire qu'il faut demander au Parti socialiste s'il accepte de rompre avec la France insoumise. Et dans ces cas-là, sur, à mon avis, des grands sujets, on pourrait toujours discuter. Mais aujourd'hui, la gauche, comme le Front populaire, non seulement n'a pas gagné les élections, je voudrais quand même le dire et le rappeler, il n'y a pas de majorité pour eux, il y a une majorité pour personne. Et puis, deuxièmement, il y a des choses inacceptables avec la France insoumise et moi, je ne le soutiendrai pas. Ouais, ils n'ont pas gagné les élections, mais force est de constater qu'ils sont en tête. Comme en 2022, vous n'aviez pas gagné à ce moment-là les élections législatives, Olga Givernet, mais vous aviez 240 sièges qui vous permettaient, avec cette majorité relative... Oui, c'est pour ça que c'est historique. Ah voilà, c'est une toute petite majorité relative. Oui. Et surtout qu'on a connu la NUPES 1. Si elle est aussi solide, la NUPES 2, que la NUPES 1, forcément, ça peut exploser très rapidement. On est avec Justine, en direct sur Europe 1. Bonjour Justine. Bonjour. Alors, est-ce que vous êtes inquiète, chère Justine ? Ah oui, extrêmement, là. Pourquoi ? Moi, très honnêtement, je ne me retrouve pas du tout dans la France dans laquelle on vit actuellement. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce qui vient de se passer, c'est le reflet vraiment d'une incompréhension totale au niveau des urnes. Et on est vraiment très, très loin de ce qui s'est passé au résultat des élections européennes. Et aujourd'hui, on vient me faire des leçons sur la démocratie française. Et le parti qui fait des leçons sur la démocratie française, c'est exactement celui-ci qui, pendant une paire de mois, a mené une vie horrible à l'Assemblée nationale. Et moi, j'ai vraiment très, très peur de vivre dans un monde où c'est une majorité LFI qui va peut-être gouverner le pays, quoi. Donc là, moi, je suis très, très inquiète. Gauthier Lebret veut vous répondre. Mais si vous êtes inquiète, rassurez-vous, la France insoumise n'est pas en mesure d'appliquer son programme, contrairement à ce qu'ils disent. Je viens de voir que Manuel Bompard, devant le QG de LFI, où ils essayent de se mettre d'accord pour proposer un nom pour Matignon, vient de dire à nouveau on va appliquer le programme du nouveau Front populaire. C'est impossible. Avec 180 députés, ils ne pourront rien faire passer. Il y aura des majorités absolues pour les mettre en échec à chaque fois avec des alliés de circonstance. Mais voilà, ils peuvent même faire tomber le gouvernement avec une motion de censure tout de suite. Donc Jean-Luc Mélenchon à Matignon, c'est du roman, c'est pas une réalité. On posera la question à Alma Dufour, députée La France Insoumise, elle sera avec nous à 17h. Vous voulez tous réagir. Gabriel Cluzel d'abord et ensuite Alexandre Devecchio. Il faut voir quand même qu'ils ont imposé leur récit. Jean-Luc Mélenchon, en intervenant tout de suite et en criant victoire, je sais pas, il avait l'impression que c'était un triomphe romain pour la France insoumise. Quand on regarde le résultat in fine, on peut pas dire que la France insoumise ait progressé, loin de là, elle a même stagné, voire régressé. Mais néanmoins, à les écouter, c'était la gloire. Donc c'est vrai que le narratif est de leur côté. Par là, Gérald Darmanin, il me fait penser à la nouvelle boule de Suide, mot passant. C'est-à-dire que c'est les bourgeois honorables qui pactisent le temps quand ça leur sert avec les gens qu'ils jugent peu honorables, et puis après ils se disent oh là là, c'est terminé, nous on veut plus les voir. Pardon, mais il a fait alliance avec le nouveau Front populaire, il a donc de facto avec LFI, parce que tout ça c'était parti lié, et aux élections, eh bien il a été élu grâce au désistement de Leslie Mortreux, c'est ça, et c'est ainsi qu'il a été élu. Donc évidemment qu'aujourd'hui il peut pas jouer les vierges effarouchées, c'est absolument inaudible. Vous parlez de Gérald Darmanin ? Bien sûr. Oui, enfin Gérald Darmanin n'a pas la même ligne que Gabriel Attal, pardonnez-moi. Oui, il a été élu avec ses voix-là, pardonnez-moi. Il a été élu avec ses voix-là. Pendant l'entre-deux tours, vous en aviez un qui avait dit pas une voix pour le Rassemblement national, quitte à donner ses voix pour la France insoumise, et vous en avez un autre qui a dit ni RN, ni LFI. Donc c'est deux lignes complètement différentes au sein même de la Macronie. D'ailleurs, Madame Givernet, vous étiez plus sur quelle ligne ? Alors moi, je suis plus sur la ligne de dire aucune voix au Rassemblement national, et après sur le nouveau Front populaire, et effectivement de pouvoir voir qui, au sein de cette alliance... Vous étiez plus sur la ligne Gabriel Attal que Gérald Darmanin. Oui, et d'ailleurs de le dire, c'est que sur le mandat précédent, on a eu un certain nombre de textes qui ont été adoptés, aussi avec la gauche, notamment sur les questions d'énergie et d'énergie renouvelable. Donc on l'a déjà fait, dans les faits, on l'a déjà fait. Je précise que cette ligne, Madame la députée, a permis, par exemple, de voir Louis Boyard, de nouveau, est réélu à l'Assemblée nationale. Et on avait un candidat en troisième
même position, qui s'est maintenue également. Et oui, qui s'est maintenue pour faire barrage au RN. Et donc la réalité, c'est que ce barrage-là a permis de propulser, de servir de marchepied au député La France Insoumise, Louis Boyard. Mais en tout cas, il y a eu des particularités locales et simplement sur les questions des désistements. Effectivement, pour la plupart, ils ont été spontanés, souvent discutés avec la classe politique locale, et il ne faut pas les négliger. Enfin, tout n'est pas piloté de Matignon, je vous rassure. Et dans nos territoires, il se passe des choses aussi en région, je vous rassure. Et dans mon département-là, eh bien, il y a eu des discussions et on a trouvé que c'était la meilleure façon de faire ce front républicain. Il y a du monde au standard 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir après ces résultats au second tour des législatives. On remercie Justine qui habite dans les Ardennes. Merci chère Justine. Merci à vous et puis de bon courage parce que je pense que tout le monde va en avoir besoin. Eh ben, écoutez, ne vous inquiétez pas, du courage on en a et c'est pas maintenant qu'on va arrêter d'en avoir. Cécile est avec nous, vous habitez en Seine-et-Marne. Cécile, bonjour Cécile. Bonjour Elliot. Comment allez-vous Cécile ? Écoutez, moi ça fait 15 jours que je vais très mal, à tel point que moi aujourd'hui j'ai honte de mon pays. Je suis terrorisée et terrifiée pour mes enfants qui ont 20 ans et qui sont étudiants. Moi quand je mets un bulletin dans l'urne, je ne pense qu'à 2 personnes, ce sont mes enfants. Et j'ai voté avec un seul prisme, celui de la sécurité. La sécurité, elle ne figure pas du tout dans le programme du nouveau Front populaire. Moi, c'est simple, j'ai voté RN. Moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir été dupée. On dit, on gouverne pour tous les Français. Et puis, il y a Édouard Philippe qui dit, bah oui, mais moi, si je gouverne, j'enlève le RN. Bah non. À ce moment-là, on fait fi des 10 millions d'électeurs. On crache à la figure des 10 millions d'électeurs du RN. Et pareil, avec tous ces désistements du deuxième tour, pour moi, c'est vraiment un déni de démocratie. Parce que quand vous retirez votre candidat qui se retrouve 3e ou même 2e, vous n'avez plus le choix. Qu'on vous dise pas, vous avez le choix, vous n'avez plus le choix. Et vous êtes obligé de voter contre. Permettez-moi de vous couper simplement. Il n'y avait pas un électeur qui avait un couteau sur la gorge pour voter impérativement pour un camp ou pour un autre. Ce qui est vrai, c'est que les désistements ont réduit le champ des possibles pour les électeurs, mais ensuite les Français ont voté en leur âme et conscience. Et d'ailleurs, il faut saluer le nombre d'électeurs qui se sont rendus dans les urnes. On n'avait jamais vu ça depuis 1997. Il y avait 500 candidats présents du RN au second tour. Mais oui, mais attendez, on ne retrouve pas du tout les résultats du premier tour avec tous ces désistements. C'est quand, en gros, on a forcé la main au deuxième tour. Quand vous avez plus le RN, par exemple, ou le parti pour lequel vous aviez voté parce qu'il y a un désistement, vous faites comment ? Eh ben, vous votez différemment, peut-être. Eh ben oui, donc qu'on ne nous dise pas que effectivement, vous aurez le choix. Aujourd'hui, le RN, c'est le premier parti, parce que moi, je ne considère pas que le nouveau Front populaire, ce soit un parti. C'est une alliance, ce n'est pas un parti. Oui, mais vous connaissez l'adage, Cécile. Vous connaissez l'adage, l'union fait la force. Il s'avère que peut-être, et ce sera une des réflexions à l'avenir pour la droite, c'est que la droite marche en ordre dispersé depuis des années et que, pour une nouvelle fois, la droite vient de prendre une claque durant ces élections européennes. Mais législatives, pardonnez-moi. Je pensais aux élections européennes. Alexandre Devecchio. Oui, non, Gauthier Lebas disait que... Un grand merci, Cécile. Que pour l'instant, Mélenchon... Et je vous adore, je vous écoute tous les jours. Merci, et nous aussi, on vous adore, Cécile. On ne s'est jamais vu, mais on vous adore quand même. Que le gouvernement LFI était de la science-fiction, c'est vrai. Factuellement, Gauthier a raison, mais on nous a quand même dit, et c'est là où ça a été malhonnête durant toute cette campagne, c'est que le nouveau Front populaire ne pouvait pas arriver en tête. Allez-y, votez pour eux. De toute manière, ils n'auront pas de majorité. Résultat, ils sont devant. Donc, dire qu'ils ne peuvent pas y arriver dans tous les cas, je pense qu'il va falloir arrêter de dire ça parce que ils ne cessent de grossir. Les générations futures peut-être voteront pour eux. Il y a énormément... peut-être, mais là avec 180 députés. Oui, mais il y a voilà, c'est ce qui est particulièrement inquiétant pour la suite, c'est que quand même effectivement les Français avaient le choix. Il y a eu effectivement des combinaisons, mais ils avaient le choix de s'abstenir ou de leur faire barrage, ce qui aurait été à mon avis le seul vrai choix républicain. Le cas de Raphaël Arnaud le seul vrai choix républicain, ça aurait été de faire barrage à LFI. Ça n'a pas été le cas. Par exemple, dans leur électorat, il y a des profs. C'est la majorité
majorité de leur électorat, c'est des profs. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Que racontent-ils à leurs élèves? Ce sont des gens qui sont censés être informés. Eh ben tiens, s'il y a des professeurs qui nous écoutent et qui ont envie de réagir et qui ont voté pour le nouveau Front Populaire, vous êtes les bienvenus. On entend toutes les voix. Et en même temps, le vote RN a progressé chez les professeurs. Donc, oui, vous voyez, aussi. Ça reste léger. Une courte pause, les amis. On revient dans un instant. Venez réagir en direct. Êtes-vous inquiet après les résultats d'hier? Appelez-nous si vous souhaitez parler. Donnez votre avis. 01 80 20 39 21. Voilà le numéro. Appel non surtaxé. Une question. La France, tiens, penche-t-elle plus à droite ou à gauche? Parce que j'ai lu Rachida Dati ce matin. Elle dit mais la France est à droite. Si on écoute Gérald Darmanin, la France est à droite. Si on écoute Benjamin Haddad de Renaissance, elle est à droite. Mais pourtant, là, le nouveau Front Populaire est en tête. Donc, on essaye de comprendre tout ça après la pause. À tout de suite. 16h-18h, Elliot Deval sur Europe. 16h-18h, Elliot Deval sur Europe 1. La suite du 16h-18h, on est ensemble et en direct. Si vous souhaitez réagir au débat, n'hésitez pas à prendre votre téléphone 01 80 20 39 21. 01 80 20 39 21. La question, elle est simple mais lourde. Êtes-vous inquiet après ces résultats des élections législatives anticipées qui ont donné, je le rappelle, une courte tête au nouveau Front Populaire avec 280 sièges. C'est 60 de moins que pour la précédente majorité relative de Renaissance qui en avait 240. Donc c'est pour vous donner un ordre de grandeur. 180. Oui, 180. Ouais. Et Gauthier Lebret, en 2022, le Renaissance en avait 240. Absolument. Voilà. Donc, vous avez vu votre bac en maths ou pas? Non, mais vous avez dit 280. Pas du tout. 280. Vous voulez qu'on réécoute? On parie quoi? À la VAR. On demande le VAR, c'est le VAR, mais vous voulez qu'on fasse ça? On parie ou pas? Mais on peut parier ce que vous voulez. On parie un déjeuner, tiens. Allez, on parie un déjeuner. J'ai dit 180, vous me dites en régie si oui ou non. J'ai dit 180. On demandera même aux auditeurs. Il y en a beaucoup qui sont là et qui souhaitent réagir. On est avec Gabriel Cluzel, Gauthier Lebret, avec Olga Givernet, députée Renaissance, et Alexandre Devecchio. Quelques réactions pour alimenter le débat. Peut-être le coup de gueule du jour, c'est Franz-Olivier Gisbert qui était l'invité de la matinale de la grande interview Europe 1 CNews et qui a dit la situation elle est grave et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Il n'y a pas de majorité. C'est-à-dire que dans un premier temps, dans la foulée de la victoire ou de l'espèce de victoire de la gauche à travers le nouveau Front Populaire, il y aura peut-être comme ça un certain nombre de mesures. Moi, ce qui m'inquiète dans tout ça, évidemment, c'est l'argent. Avec quel argent? Où est l'argent? La situation est grave et j'ai le sentiment, si vous voulez, que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, Gauthier Lebret? Alors, sur l'argent, parce que ça va être très intéressant, il y a juste le budget qui arrive en septembre. Donc, quasiment le premier débat de cette nouvelle Assemblée nationale sera sur le budget. Bonne chance pour trouver une majorité pour voter un pareil budget qui irait du NFP aux Républicains. Donc qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas de majorité? C'est le budget de l'année précédente qui est pris pour l'année suivante. Parce que si, mettons, politique fiction, le NFP arrive à Matignon et essaye de faire passer un budget, bon, par 49.3, motion de censure, tout de suite, le gouvernement tombe. Et d'ailleurs, je voulais juste te dire, hier, Elliot, nous étions ensemble sur CNews. Manon Aubry a dit on peut gouverner par décret. Je me suis toujours pas remis de cette phrase. La France insoumise qui a surnommé Elisabeth Borne Madame 49.3, qui a pointé le manque de démocratie de la Macronie, aujourd'hui se dit prête à gouverner par décret, reconnaissant qu'il n'y a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Vous avez entendu peut-être Olivier Faure qui a dit on utilisera peut-être le 49.3. Il s'avère que formidable. Dans le programme du nouveau Front Populaire, si je ne m'abuse, il y a l'abrogation du fameux 49.3. Il y aura une motion de censure immédiate. Donc en fait, c'est la bordélisation saison 2. Oui, fois 1000. Parce que sur le fond et la forme. Il y a tous les gouvernements, les trois blocs peuvent être... On va s'amuser cet été. Chaque bloc peut être renversé par les deux autres, en fait. C'est même ce qui risque de se passer. Donc après, il en restera peut-être la solution du gouvernement technique, mais c'est quand même une expérimentation qui a jamais été faite en France. Et donc... Attendez, parce qu'on a eu la VAR. On a eu le VAR. En réalité... Mais ils n'ont pas bien entendu. Il a dit 280. Merci beaucoup. En réalité, moi, je pense que la balle va... Je dis 180 ou 280, vous répondez au 01 80 20 39 21. Excusez-moi, Alexandre Devecchio, vos analyses. C'est plus
plus important. Franchement, c'est pas très important. C'est pas très important. Il y a un déjeuner. Il y a un déjeuner qui est en jeu. Voilà, merci beaucoup. Bon, J'aimerais bien quand même Non mais Madame, la balle va revenir très vite dans le camp du président de la République. Je pense qu'on va avoir une crise institutionnelle très grave avec la légitimité du président de la République qui va être remise en cause. Madame la députée. On entend déjà au niveau de la France Insoumise où ils disent finalement nous on prône la 6ème République parce que la constitution de la 5ème République les ennuie. Ils vont se confronter aux mêmes difficultés que nous avons pu avoir en majorité relative, c'est-à-dire de ne pas pouvoir faire passer le budget. Donc ils vont se reporter en disant de toute manière c'était pas notre budget, c'était le budget de la précédente majorité. Donc ça on va l'entendre, on le sait, il va falloir passer par tout cela, le digérer. Est-ce qu'il faut pour cela tout remettre en question ? Non, je suis désolée, moi je pense qu'on est capable aussi de se réinventer dans les discussions. On va nous dire que c'est du tripatouillage. Moi, je pense plutôt que c'est la façon dont on fait émerger le consensus, le débat interne. Par les macronistes. Je crois que tous les responsables politiques, pour les Français, et les Français ont intérêt à ce que ça puisse réussir. Alors, je ne sais pas dans quel calendrier. Je pense que d'annoncer d'ores et déjà le chaos, c'est nous condamner, et ça, je le refuse. Et que certains responsables politiques, notamment dans le camp du Rassemblement national, l'annoncent d'ores et déjà parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ne digèrent pas les résultats. Excusez-moi, on n'est pas à l'auteur du moment. Je peux vous dire, attendez, Alexandre Devecchio, pardonnez-moi, je ne suis pas sûr que la pression sera mise directement par le Rassemblement national, mais si vous tardez à donner un nom pour un nouveau Premier ministre, ça viendra plutôt du nouveau Front populaire, Madame la députée. Et que si à la fin de la semaine, vous n'avez pas dégoté un Premier ministre tendance gauche, voire extrême gauche, ça va barder. C'est évidemment comme ça que ça va se passer. Et c'est la gauche qui doit le proposer, mais effectivement, je veux dire, c'est pas à nous d'aller le chercher, sauf à dire de savoir si on sera capable de travailler en consensus. Emmanuel est avec nous. Bonjour, cher Emmanuel. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien ? Je vous entends très bien. J'imagine que vous êtes sur la route des vacances ou vous rentrez du travail ? Non, retour, fin de journée, tout à fait. Ah, fin de journée. Juste petite parenthèse, Emmanuel, j'ai dit 180 ou 280 ? Je voudrais pas prendre parti, je l'ai pas entendu, je ne veux pas dire de bêtises. Bon, vous pouvez prendre parti, vous pouvez dire des bêtises, il n'y a aucun problème. Il veut rester ami avec n'hésitez pas. Bon, plus sérieusement, est-ce que vous êtes inquiet ? Est-ce que vous êtes inquiet, cher Emmanuel ? Moi, c'est un peu un mix de plusieurs choses. Je suis en colère, terrifié et inquiet. En colère de par ce qui s'est passé, par un peu ce déni démocratique qui n'arrange que ceux qui vont tirer les intérêts comme d'habitude, et ce déni médiatique aussi qui a accompagné toute cette campagne, quelque chose d'inédit pour moi. Tout d'abord, je voulais dire, j'entends beaucoup de choses en tant qu'électeur du RN, je revendique. Je me sens encore une fois comme beaucoup humilié, rabaissé et ignoré. J'entendais tout à l'heure, c'est Madame la députée qui disait que les Français n'ont pas voulu du RN. En effet, je rappelle quand même que c'est 10 millions d'électeurs de Français qui ont voté pour le RN. Loin des 7 millions pour le mouvement, j'appelle ça un mouvement de rassemblement multi-carte. C'est quand même 10 millions de Français qui ont voté pour le Rassemblement national. Et si qu'il n'y avait pas ce mode de scrutin qui aujourd'hui on voit bien qui ne sert plus à rien, il ne représente plus la 5e République, parce qu'on est devant le mur. Ce mode de scrutin qui soi-disant est démocratique nous amène devant un mur antidémocratique. Ce mode de scrutin ne représente pas la vérité. 10 millions d'électeurs qui aujourd'hui, on les balaie, on les met de côté, et à la limite, oui, on les insulte, on les raboue, et on les humilie, une fois de plus. C'est peut-être la déclaration la plus importante chez vous, Emmanuel, au-delà de l'aspect sur le déni de démocratie, parce que cette sensation, on l'entend chez beaucoup d'électeurs lorsque vous dites on se sent rabaissé, ignoré et stigmatisé. Olga Givernet, à travers la campagne qui a été ultra violente contre le Rassemblement national, vous n'attaquiez pas les électeurs, mais le parti. Mais lorsque on explique que c'est le retour de la peste brune, que c'est un parti à tendance fasciste, force est de constater que les électeurs se sentent un tout petit peu concernés et un tout petit peu touchés, même si c'est pas eux qui sont directement visés. Attendez, ça a été une campagne de projet contre projet, et là le Rassemblement national a dû se dévoiler sur son projet. Il a quand même été mis en avant sur les problèmes économiques. Et le problème, évidemment, c'est de démontrer qu'il y avait des candidats qui n'étaient pas à la hauteur des circonscriptions qu'ils pouvaient avoir, et donc de pouvoir identifier qu'effectivement, ils n'étaient
pas prêts. Non mais ils Madame n'étaient pas Givernet, prêts et les Français s'en sont rendus compte. Qu'on soit honnête et qu'on dise les choses très clairement. Si la campagne des européennes a été une campagne sur des programmes, mais également sur une idée qu'on pouvait se faire de l'Europe, la campagne express des législatives, elle ne s'est pas faite sur des projets. Ça s'est fait sur une idée. Et encore plus la campagne de l'entre-deux tours, il y avait une idéologie qui était tout sauf l'extrême droite. Je vais vous dire, parce que quand vous receviez les professions de foi, c'était bien sur des projets. Moi, j'ai fait ma campagne sur un projet qui était local. Et effectivement, en fait, on a entendu parler de programme national pour le bloc central, mais pour le Rassemblement national, ils ont fait campagne sur leur programme national. Donc, je crois que les Français ont été tout à fait au courant de ce qui pouvait être fait. Si on veut répondre à Emmanuel, qu'on invoque qui s'est senti rabaissé, qui s'est senti stigmatisé, je l'entends, mais ignoré. Il a des députés aujourd'hui qui le représentent au niveau du Rassemblement national, et il faut aussi prendre en compte qu'avant on disait on veut remettre la proportionnelle pour les législatives parce qu'on n'avait pas de représentation suffisante. Et bien si, les Français sont capables de le faire puisque aujourd'hui les trois blocs sont représentés. Mais il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on n'a pas eu les résultats escomptés. On est sur un nombre d'électeurs très large et que effectivement il faut qu'on prenne en compte ce qui sort des urnes. Et là, je crois que la question du déni de démocratie, il faut l'écarter. Les résultats sont là. Ils sont dans le cadre de la Ve République. Et lorsqu'on respecte la Ve République, eh bien, il faut pouvoir s'y conformer. Lorsqu'on respecte la Ve République, du moins son esprit, c'est par exemple le parti qui a fait le plus de sièges qui va proposer un Premier ministre. Et donc, si vous respectez, comme vous dites, la Ve République, vous avez plus de chances de voir Jean-Luc Mélenchon à Matignon que de voir Marine Tondelier. Un, c'est l'usage, et deux, c'est au sein d'une alliance qui ne sera pas le groupe. C'est l'esprit de la Ve. Si c'est sur les groupes, vraiment, et on va se compter. Les tripatouillages, ça va pour les élections. C'est pas du tripatouillage. Je pense que Emmanuel, un grand merci. Emmanuel, un grand merci. Peut-être que vous souhaitez réagir et répondre à Madame la députée Renaissance. Écoutez, malheureusement, les réponses sont pas du tout, sont complètement à côté de la question, mais c'est ce qui se passe depuis 15 jours. Je pense qu'on parle de programme, le RN n'a pas été battu sur un programme, mais sur un déni incroyable pendant 8 jours médiatique, qui a été poussé à son paroxysme. Je n'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu ça, tout a été poussé. Et c'est juste un petit résumé, j'ai pas beaucoup de temps. Mais quand on voit quand même, je suis terrifié. Mais dans quel pays vit-on? Un fichier S est élu député de la nation. Et un maire d'une agglomération comme Avignon applaudit. Mais dans quel pays vit-on? Ouvrez les yeux, faut que les gens ouvrent les yeux. Quand j'entends Madame députée, je suis effrayé. C'est le début de quoi? Début de quelle période? On va permettre quoi par la suite? On va aller jusqu'où pour défendre une soi-disant démocratie qui, encore une fois, ne représente que ceux que ça arrange? Il y en a assez. Et moi, je suis en colère et je peux pas entendre tout ça. C'est faux. Il y a un déni démocratique, un déni médiatique qui a bien accompagné, qui a bien aidé. Mais tout ça, à un moment ou à un autre, ça ressortira, ça rejaillira et on se dira, oh ben mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et ben justement, c'est plutôt qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout fait pour. Je pense, Emmanuel, qu'il faut simplement se dire qu'on doit retrouver un moment d'apaisement pour pouvoir prendre en compte la situation dans laquelle nous sommes. Les gens ont voté, ils ont voté sur des noms, ils ont voté sur des candidats, ils ont eu j'espère suffisamment de temps en tout cas pour se renseigner, et effectivement il y a eu des situations, et ça on peut le déplorer, où le choix n'était peut-être pas à la hauteur de ce que pourrait être un représentant député de l'Assemblée nationale sur leur circonscription. Et merci beaucoup Emmanuel. Si comme Emmanuel vous souhaitez réagir, prenez votre téléphone, le 01 80 20 39 21. On va écouter Jordan Bardella qui a parlé il y a quelques minutes. Nuancé, oui. Voilà, c'est que il fait une sorte de mea culpa. Il ne va pas sur l'aspect déni de démocratie, etc. Oui. Il dit il faut assumer, prendre ses responsabilités. Si c'est une défaite, eh bien on est responsable de cette dernière. Je prends ma part aussi dans cette. Écoutez, dans les victoires comme dans les défaites, il faut assumer ses responsabilités. Moi, j'ai été le chef de file de notre mouvement lors des élections européennes. Nous avons gagné les élections européennes. Nous avons aujourd'hui la plus grosse délégation d'eurodéputés au sein du Parlement européen. Il se trouve que hier, les résultats qui sont sortis des urnes ne sont pas les résultats que nous espérions et que j'espérais. Ces résultats, évidemment, j'en prends ma part et j'assume aussi. J'en prends ma part et j'assume aussi, Gauthier Lebret. Il a raison, il y a deux choses. Oui, le RN a pâti, il est vrai, du barrage. Jean-Michel.
D'accord. Waouh. Donc le RN, on voit bien qu'on est en deuxième semaine, que c'est la fin de saison, qu'Eliott est fatigué, qu'il pense aux vacances et à la plage. Mais au contraire, je suis vif, je vous écoute attentivement. En plus, j'ai dit 180, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, en régime, on dit 280. C'est parce que la régie, franchement, c'est scandaleux ce que vous êtes en train de faire. Vous avez dit 280. Allez, ils ont apathie de quoi? Le RN a été la victime du barrage qui a fonctionné et qui a très clairement fonctionné. Et même face à Raphaël Arnaud. Mais j'entendais notre auditeur tout à l'heure, on peut pas dire que les Français n'aient pas été mis au courant du profil de Raphaël Arnaud. Il a fait la une de l'actualité comme les profils des candidats douteux du Rassemblement national. Jordan Bardella a raison de faire ce mea culpa parce qu'il y a eu des erreurs, il y a eu une mauvaise campagne de second tour du Rassemblement national, il y a des polémiques lancées par le RN et notamment par Sébastien Chenu qui en interne doit passer un mauvais moment sur la double nationalité. Il est peut-être question pour le coup d'abandonner cette volonté d'exclure les binationaux dans les postes les plus sensibles. Il est revenu Jordan Bardella là-dessus encore aujourd'hui en essayant de préciser donc, une nouvelle fois ses propos. Il y a eu évidemment la polémique autour de Monsieur Chudeau qui a ciblé Najat Vallaud-Belkacem. Voilà, donc il y a forcément eu des erreurs. Quand vous vous présentez à la presse après la dissolution en disant on a un plan Matignon prêt depuis 2 ans, on a criblé tous nos 577 candidats, je peux vous dire que on les a regardés au peigne fin et après qu'il y en a une quarantaine qui sortent dans la presse dont une qui a fait une prise d'otage en 1995, forcément ça vous percute aussi. Il est 16h48, vous êtes en direct avec nous sur Europe 1. Si vous souhaitez réagir, je le disais, le 01 80 20 39 21, vous pouvez nous appeler à tout moment et réagir après ces résultats et cette élection législative, ces élections législatives historiques. On est avec Jean-Jacques en direct. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Vous nous appelez de la Bretagne. Vous avez 64 ans. Eh bien, écoute, 64 ans, oui. Vous êtes en vacances ou vous êtes Non, monsieur. Non, je suis en vacances depuis 2 ans et demi. dans un pays idyllique, je pense, franchement. Bretagne en un, France en deux. Je vous écoute souvent sur Europe 1. Il y a 2 chaînes, 2 antennes radio qui sortent du lot, je pense, en ce moment. C'est vous et vos collègues de RTL. Je pense qu'il y a des débats qui sont vraiment intéressants, contrairement aux pauvres débats que j'ai vus. Alors, avec toute l'amitié que j'ai pour mes amis d'RTL, restez bien évidemment sur Europe 1. On les embrasse. Voilà. On embrasse, vous savez, cher Jean-Jacques, les auditeurs d'Europe 1 sont de plus en plus nombreux. Ils avaient l'habitude d'aller sur RTL, mais désormais, ils ont un peu plus l'habitude d'Europe. Et donc, on embrasse toute la direction d'RTL, bien sûr. Allez-y, Jean-Jacques. Oui, d'un côté, moi, alors, à la suite des débats que j'ai voulu voir hier soir, je m'étais bloqué la soirée, je suis resté 10 minutes parce qu'en fin de compte, mis à part des invectives, des agressions, il n'y a pas grand-chose qui en sort. Est-ce que vous me permettez de vous couper, Jean-Jacques ? On s'est fait la réflexion avec Gauthier, on a débriefé de 22h à minuit les élections législatives et au sortir de ce débat, je lui ai dit, je pense que c'est l'une des émissions les plus désagréables qu'on ait eu à faire parce que c'était violent, personne ne s'écoutait, c'était des débats de forme et non des débats de fond, très peu d'informations qui en ressortaient et il y avait vraiment un sentiment d'inachevé et moi j'ai tendance à dire, et je sais qu'il supporte pas ça quand je le dis, Gauthier Lebret, à tout dire et être en toute transparence avec les auditeurs et les téléspectateurs. Et donc voilà, j'ai eu ce sentiment-là. Mais je vous l'ai dit en sortie d'émission. Mais je vous l'ai dit, c'est moi qui ai commencé par vous le dire. Mais bon, il continue. C'est le terme de transparence. Franchement. En toute sincérité, c'est mieux, ou en toute vérité, qu'en toute transparence, ça fait un peu la loi sur la transparence, la moralisation de la vie politique. Je comprends Gauthier Lebret. Ah, merci Alexandre. Bon, Jean-Jacques, vous êtes resté 10 minutes et vous avez arrêté. On fait une alliance plurielle. Oui. Non, juste pour vous dire qu'à un moment, j'étais quand même surpris que les gens soient surpris du résultat du RN. Parce qu'en fin de compte, avec le bashing qui se sont pris sur la tête depuis 15 jours, dès qu'il y avait une triangulaire, c'était évident qu'on disait, mec, surtout vote pour le RN. Vote pour le RN, c'est pour les Waffen-SS. Oui, des trucs comme ça, on peut plus entendre ça en 2024. C'est pas une réponse suffisante. Parce qu'après, ça dérape sur Vichy, sur plein de choses comme ça. C'est pas bon. Le résultat est que le RN s'est fait bâcher. Moi, je suis pas du tout surpris. Ça pouvait être que comme ça. Quand j'entends Madame la députée qui m'a l'air charmante comme tout, qui parle de projet contre projet, je pouffe. Vraiment, je pouffe. Parce que franchement, c'était pas projet contre projet. C'est n'importe quoi. Voter pour un non pour un candidat, je suis pas d'accord non plus avec elle.
Je suis honnête, je ne sais pas de quel parti madame fait partie, mais c'était pas du tout ça. Madame la députée Renaissance. Voter anti-RN. Madame Givernet de Renaissance. Excusez-moi, mais le problème qu'on a pu avoir, c'est des gens qui arrivaient dans les bureaux de vote en disant « je veux voter Jordan Bardella, il est où le bulletin ?» Il y a un moment donné, il faut quand même savoir pour quelle élection est-ce qu'on... Qu'est-ce que vous sous-entendez que les électeurs du Rassemblement National sont des idiots? Mais pas du tout. On a eu des gens qui sont venus. Moi, personne n'est venu. C'était compliqué pour les autres. Ils devaient se demander pour qui ils votaient, si c'était pour le centre, la gauche radicale. Enfin, oui, les projets contre projets, quand on ne sait même pas pour quel Premier ministre, pour quel projet, justement, on a voté, c'est quand même gonflé de dire ça. Attendez, Madame Givernet, allez-y. J'ai fait un témoignage. Il n'y a personne qui est venu. En tout cas, moi, j'ai pas eu ce témoignage. Peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont. Je n'ai pas eu ce témoignage de personnes qui sont venues en disant « je veux voter Gabriel Attal ». Tout le monde avait compris, en tout cas, qu'il y avait des députés. Donc, je suis désolée. Effectivement, il y a eu une campagne qui s'est faite très nationale. D'ailleurs, on n'a pas vu la tête des candidats pendant un bout de temps sur leurs affiches, et ensuite il y a eu des candidats qu'on n'a jamais vus non plus. Donc on peut pas nier non plus la façon dont le Rassemblement National a fait campagne pour avoir cette majorité et vouloir mettre Jordan Bardella en tant que Premier ministre. Ça a échoué. Il n'y en a aucun qui a fait un désistement pour faire barrage à LFI. Il paraît que si LFI devait être aussi à expulser, eh bien je pense qu'ils auraient pu le faire. Alexandre Devecchio qui doit nous quitter pour rejoindre les studios de CNews et Punchline.